bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Nakam, DG de Jonac. L'histoire de Lisa est très intimement liée à celle de Jonac, puisqu'elle est la petite fille du fondateur de la marque née en 1964. Avec son frère Marcel, elle a pris la tête de l'entreprise familiale en 2012. L'objectif ? L'inscrire dans le futur pour maintenir la success story. Et vous le verrez, le digital a toute sa place. Les résultats sont là. Cette marque parisienne de chaussures de mode pour femmes s'est incroyablement développée en 10 ans. En 2020, elle a plus de 100 points de vente avec une présence internationale qui s'amplifie. Le canal de vente e-commerce fait partie intégrante du dispositif de distribution. Et je suis certain que vous partagez mon sentiment. Lisa va apporter un regard puissant en tant que marque sur les enjeux et les perspectives marché du retail et de l'e-commerce. Alors on ne change pas une formule qui gagne, nous allons aborder les mêmes 3 grands thèmes qu'avec nos autres invités, à savoir à l'été 2020, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché se comporte-t-il. Ensuite nous aborderons les évolutions et les adaptations du retail et du e-commerce dans ce contexte. Et enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent entretenir avec leurs clients. Alors, bonjour Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Je m'appelle Lisa et donc je co-dirige l'entreprise Jonac depuis bientôt une dizaine d'années. Et je m'occupe plus particulièrement de toute la partie digitale et de toute la partie wholesale. Donc Jonac, effectivement, tu l'as souligné, tu le diriges avec ton frère, je l'ai dit en introduction, Marcel. Vous avez repris vous avez pris une position forte dans la gestion de l'entreprise tous les deux. Vous vous répartissez les tâches. Avant qu'on rentre plus sur Jonac, quel est ton parcours avant Jonac ? Est-ce que tu es plutôt ingénieur, plutôt commerce, marketing ? C'est quoi ? Alors, je suis beaucoup plus commerce. Donc, moi, j'ai fait mes études à Dauphine. J'étais spécialisée dans la distribution. Donc, à l'époque, Internet n'existait pas encore comme il existe aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais déjà spécialisée sur les balbutiements de ce qui allait devenir Internet après. Donc, j'ai fait mes études sur un master spécialisé en grande distrib. Donc, c'était des sujets qui me touchaient de près. Ensuite, j'ai un profil très, très langue. Donc, j'ai fait pour mon plaisir un master de linguistique en plus aussi. Mais là, vraiment, c'était que du plaisir. Voilà. Et après ça, j'ai été faire mes études à l'étranger. D'abord en stage de fin d'année, ensuite embauchée là-bas. Donc, d'abord à New York chez Interparfums, puis à Londres dans le groupe Baume & D'accord. Donc, tu as fait plutôt du marketing pour ces entreprises-là ? Alors, j'étais vraiment au développement. Au développement. Voilà. Est-ce que ça t'a bien préparé à, en 2012, arriver dans l'entreprise familiale ? Oui, c'était l'objectif. En fait, depuis petite, je savais que j'avais envie de rejoindre mon père dans l'entreprise et de faire avancer en fait, ce dans quoi je baignais depuis toujours. Donc mon affinité était clairement plus marketing depuis le départ. Donc moi, j'aime les changements, j'aime voir de nouvelles choses tout le temps. Donc c'est vrai que c'est assez naturellement que quand j'ai rejoint mon père, j'ai voulu développer des choses qui n'existaient pas. Donc d'où le marketing. Parce que, alors c'est intéressant, on s'arrête 2 secondes. Tu arrives en 2012 dans l'entreprise. Comment tu l'as décrit, l'entreprise en 2012 ? Puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on va y revenir. Mais quand tu arrives dans l'entreprise, elle est comment ? Elle est comment ? Donc en fait, mon père est toujours là actuellement. Il faut quand même savoir que c'est lui qui a fait la base qui nous permet de travailler aujourd'hui. Et il continue d'ailleurs de gérer toute cette partie produit. Mais avant, il gérait et cette partie produit et tout le reste. Donc c'était vraiment une entreprise qui ne reposait que sur lui. Donc il a fallu mettre en place beaucoup de choses, beaucoup de process. On était quand même...
toute la partie logistique n'était absolument pas traitée pour pouvoir faire du digital après. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'EAN sur les boîtes. Ouais, tu avais en fait un réseau de magasins. Ouais. À l'époque, il était constitué de combien de points de vente, tu te souviens, il y a une petite dizaine d'années? On devait en avoir déjà quand même une cinquantaine, une soixantaine. Mhm. Donc on ne faisait quasiment pas de wholesale. Donc Mhm. on n'avait pas de points de vente à l'international, on n'avait pas de redistributeurs type Multimarque, Zalando, Sarenza, Redoute, tout ça n'existait pas. On n'avait donc pas encore de digital non plus, évidemment. On ne faisait pas du tout de marketing, nulle part, aucune communication où que ce soit, ni communication média, ni communication digitale, enfin vraiment... Une entreprise qui était encore dans, entre guillemets, l'ancien monde. Voilà. C'est un peu péjoratif, mais c'est pour illustrer le fait qu'elle n'était pas digitalisée du tout. Oui. Et finalement, ton arrivée, elle a Alors, lancé le chantier de la digitalisation de l'entreprise. Complètement. Donc en fait, alors bon, déjà, il a fallu mettre les briques qui allaient permettre de faire ça ensuite. Donc c'est pour ça que voilà, c'était vraiment la notion de logistique et de RP qu'on n'avait pas. Et donc forcément, il allait falloir mettre en place ça pour pouvoir ensuite grossir. Donc ça, c'est ce qui nous a pris les premières années avec mon frère. Une fois que tout ça a été mis en place, on a pu commencer sur le digital, clairement, et sur le wholesale de la même manière, parce qu'en fait, ils sont très liés. Quand je dis wholesale, aujourd'hui, sur une marque comme la nôtre, la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires est faite par des multimarques digitaux. D'accord. Donc, un point qui est important, puisque en fait, quand on a un réseau de distribution de magasins, il y a différents modèles qui existent, complètement intégrés ou en franchise. Complètement. C'est très différent dans la gestion du déploiement du canal digital, puisqu'il peut y avoir des conflits d'intérêts avec des franchisés. Chez Jonac, donc on n'a pas eu le sujet puisqu'on n'a pas de franchisé. Donc c'est un réseau qui est entièrement en propre. Tous les magasins sont des succursales qu'on détient. Voilà, il y a peut-être un franchisé qui reste historique parce que c'était quelqu'un... oui, mais globalement, donc, le réseau est en propre. Et donc, c'est une grande facilité pour nous parce qu'on n'a pas du tout à gérer ce problème de... qui pourrait intervenir si on gérait des zones et qu'on rentrait en conflit avec le digital sur certaines parties. On n'a pas ce sujet. Tous ces chantiers ont été mis, tu as commencé à les lister, ont été mis en production. Le marketing est arrivé, oui. La promotion est arrivée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés. Les réseaux sociaux sont arrivés. Aujourd'hui, comment tu pourrais définir Jonac 10 ans après, presque 10 ans après? C'est en fait, quelle est la proposition de valeur? Alors, c'est pas toujours très beau de parler comme ça, mais ça illustre assez fortement ce que vous proposez à vos consommatrices. J'ai lu, je crois, quelque part en préparant cette interview, que tu disais, oui, on a bien ciblé il y a 10 ans que nos concurrents, eux, ils avaient peut-être un peu d'avance. Et dans 10 ans, il ne fallait pas qu'on soit à la peine. Et j'ai cru lire que tu te comparais à des gens comme Cézanne. Alors bon, Cézanne, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, mais en tout cas, ils font des choses très bien, clairement sur le digital. Alors, se comparer à eux, non, ça me paraît difficile parce que c'est vraiment une marque D2C, donc nous, on vient du retail quand même. Donc justement, en fait, parce qu'on vient du retail, il faut se développer sur le digital d'une certaine manière, mais on ne peut pas se développer de la même manière qu'une marque qui est complètement digitale. Voilà. Après, donc nous, notre proposition de valeur, donc on vend des chaussures pour femmes. Le point central, c'est clairement la mode. Donc on vend des chaussures pour femmes à la mode avec un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment ça l'important. Donc on a en fait toute la stratégie de l'entreprise repose un peu sur cette notion de un peu de transparence, de franchise vis-à-vis du client. Et en fait ça se ressent même dans notre rapport qualité-prix. En fait, depuis toujours, on a un petit peu cassé le marché en arrivant avec un produit qui est fait en Europe, au Portugal, dans des usines qui travaillent uniquement pour Jonac. On travaille des cuirs et on propose pourtant un prix qui est sensiblement le même, voire même plus faible que des marques qui vont proposer du Made in China sur des produits synthétiques. Donc voilà, mais à côté de ça, on mise sur les volumes en fait. On a clairement des marges qui sont plus petites que d'autres concurrents, mais on fait plus de volume et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de supporter toutes les successions de crises auxquelles on a eu droit ces 10 dernières années de la meilleure manière et sans avoir à abîmer la marque. Parce qu'en fait, le fait de disposer de cet outil de production fait que on n'est jamais limité par le fait d'avoir énormément de stock derrière, donc besoin de démarquer, donc besoin d'être en promo toute l'année. Tout ça, c'est pas du tout Jonac. Nous, on estime qu'on vend au bon prix toute l'année. Et donc, par conséquent, alors, pour pouvoir faire ça, il faut forcément avoir une notion de stock très, très optimisée. Hein. C'est parce qu'on est capable de produire à 2 semaines
nos réassorts et donc de recevoir tout le temps des réassorts réguliers, de ne pas avoir des quantités énormes qui dorment dans des entrepôts et qu'il faut livrer régulièrement. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça sous-entend que finalement, il y a plus de collections aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Est-ce que... Oui, alors c'est pas tellement plus de collections, mais c'est des produits plus proches de la mode. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon métier, il y a 10 ans, tout le monde avait une collection qui était créée 6 mois avant, qu'on était d'ailleurs capable de proposer en showroom 6 mois avant. Et puis ensuite, on l'a lancée en magasin début août, tu lançais ta collection d'hiver et ça allait être la même jusqu'à la fin de la saison. Nous, on n'est pas du tout sur ce modèle. On est plus proche d'un modèle Zara qui est qu'on lance effectivement une nouvelle collection début août, par exemple, sur l'hiver. Mais en fait, toutes les semaines, tu reviens dans le magasin, toutes les semaines, il va y avoir des nouveautés qui vont être implémentées. Donc on parle de roulement, on parle... Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est du... Enfin, on travaille déjà à flux tendu et en fait, on a vraiment des nouveautés qui rentrent régulièrement et même chose aussi, des produits qui ont été créés mais qui ne vont pas forcément se vendre très très bien et qu'on va arrêter. Donc, on ne retrouvera peut-être pas jusqu'à la fin de la saison en magasin. Alors, ce que tu dis est très important parce que ça souligne finalement l'importance de la production. Est-ce que quand tu es arrivé il y a bientôt 10 ans, la production était la même? Elle était capable de faire déjà ces productions voilà, c'est pour ça qu'il faut rendre à César ce qui est à César et que clairement, en fait, quand on est arrivé, on avait une base très très forte que mon père avait réussi à créer. C'était ça, c'était ces usines partenaires, cette capacité de production que peu avaient. C'est qu'en fait, ça faisait effectivement déjà 20 ans qu'il travaillait avec ces usines, qu'il avait décidé de ne pas partir en Asie par choix, et que par conséquent, on travaillait avec ces usines. Elles ne travaillaient que pour Jonac. Elles sont capables de faire tous les changements qu'on peut vouloir faire, que ce soit au niveau des pointures, que ce soit au niveau des matières, que ce soit au niveau des couleurs. Elles sont complètement flexibles et ça nous a donné en fait cette capacité de réactivité vis-à-vis du marché. Donc aujourd'hui, il y a un outil industriel, entre guillemets, enfin de production, avec une supply chain qui est performante, qui permet de mettre régulièrement les collections à jour dans les magasins. Je le disais en introduction, il y a aussi cette dimension internationale. Elle n'était pas présente il y a 10 ans. Non. Aujourd'hui, vous avez une présence qui s'accroît de plus en plus à l'international. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots c'est quoi aujourd'hui Jonac à l'international? Aujourd'hui, à l'international, c'est essentiellement quand même des corners dans les grands magasins. Donc pour le moment, on a ouvert progressivement les différents corners de grands magasins internationaux. Ça va de Robinson, Tangs sur l'Asie, le Corte Maison Inglés Simons. Alors, on est peu présent en Europe. D'accord. Aujourd'hui, en Europe, on est encore très peu présent et encore moins sur l'Europe du Sud parce que c'est des marchés très difficiles. C'est des marchés de production. En fait, que ce soit l'Espagne ou le Portugal, c'est des pays, même l'Italie, c'est des pays producteurs de chaussures. Par conséquent, il y a énormément d'enseignes en fait qui ne sont pas des marques mais qui produisent des chaussures, enfin qui font des produits qui sont honnêtement assez proches des nôtres en termes qualitatifs. Donc, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marketing derrière, mais on va dire qu'il y a cette culture encore d'acheter des produits dans des magasins comme ça. Par conséquent, c'est un marché qui est un petit peu plus difficile à attaquer, sur lequel on... Alors, je t'ai coupé. C'est quoi les marchés sur lesquels vous vous êtes implanté? Voilà, donc sur les marchés, on a commencé, typiquement, le Canada, chez Maison Simons. On va être sur l'Asie, on va être sur Hong Kong, sur Singapour... on va être sur Dubaï, sur Riyad, la Turquie. Alors, on était même censé ouvrir en Iran, mais ça a été un petit peu décalé sur des zones comme ça. Mais voilà, on est en Australie chez Myers pour la première saison là. Donc, on a ouvert un petit peu dans différentes zones en fonction des demandes des grands magasins, parce que très souvent, c'est eux qui viennent à nous. On a aussi ouvert sur la Russie, donc notre première boutique à Moscou. Donc là, tu parles d'une boutique. Avant, tu parlais des corners dans les magasins, et je comprends l'intérêt qu'il y a à le faire, puisque c'est un carrefour d'audience, entre guillemets. Enfin, c'est là où il y a les consommateurs. C'est relativement facile. Vous avez des magasins en propre, là, tu cites la Russie. On a commencé le développement en propre cette année avec la première boutique en Russie. Donc, je pourrais vous en dire plus l'année prochaine, j'espère. Ouais, il y a une volonté forte de déploiement à l'international. C'est vraiment... Oui. Pour Jonac, un relais de croissance qui est très fort. Oui. Et puis après, via le digital, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, sans investissement marketing particulier, on est quand même capable de faire 15% de notre chiffre sur l'inter, ce qui est important. Parce
Parce que pour le coup, aujourd'hui, je mets pas du tout de budget. L'acquisition, Non, rien. vraiment. Donc c'est du naturel. Eh ben, écoute, merci pour ce préambule, cette présentation. On voit un peu mieux qui est Jonac. Et pour nous, les hommes qui ne sommes malheureusement pas clients de Jonac, ce sont des chaussures de mode pour les femmes. On comprend mieux et c'est intéressant de voir un peu toute la mécanique que tu as mis en œuvre derrière pour faire un outil performant. Je te propose qu'on rentre plus sur les 3 thèmes qu'on a évoqués en introduction et au travers desquels tu vas un peu nous livrer ta vision ou des éléments d'analyse. Aujourd'hui, le consommateur post-confinement, je pense qu'on partage tous le constat qu'il est un peu différent. Il est un petit peu différent parce que probablement des tendances qui existaient avant le confinement se sont vues accélérer pendant le confinement. On parle du Made in France ou du local. Tu parles de l'Europe, quelque part, c'est déjà du local à l'échelle de la mondialisation. Tu ne fabriques pas en Asie, mais au Portugal ou en Espagne, c'est finalement quelques milliers de kilomètres d'ici. Il y a aussi les notions RSE et puis la question derrière de la sensibilité au prix. Est-ce qu'on perçoit le consommateur avec la même sensibilité au prix aujourd'hui? Bref, comment tu perçois ces consommateurs aujourd'hui? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu des vrais changements à ce niveau-là. Je pense qu'on a avancé sur cette importance, en fait, effectivement, de consommer plus proche. Nous, c'était des choses qu'on avait déjà quand même en tête, mais simplement parce qu'on est une entreprise familiale. Donc, toute la notion d'éthique, elle était quand même très présente chez nous. On n'a jamais fait de sac en plastique. Mon grand-père, imaginez, il y a 55 ans, il était déjà avec des sacs en tissu parce qu'il se disait que on vend des chaussures avec du papier de soie, dans des cartons, dans des boîtes à chaussures. Et si on en rajoute en plus... Finalement, vous avez dans votre ADN une réponse qui colle aux attentes. Mais revenons sur les consommateurs. Comment, parce que finalement, avec tous les points de vente que vous avez, vous êtes en capacité de percevoir leurs réactions par rapport... Est-ce qu'ils attendent quelque chose? Est-ce qu'ils font des commentaires auprès de vos vendeurs un peu différents? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de sentir un peu avec le service client, je ne sais pas, le marché, il est comment? Le marché, alors aujourd'hui, moi j'ai quand même l'impression que ça existait déjà avant, c'est juste que ça s'est accéléré, mais clairement, voilà, cette envie de savoir où est-ce que c'est produit, cette demande qui revient régulièrement, parce qu'en France, on n'est pas obligé de marquer le Made in, ce qui est déjà rare, hein. Il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels on est obligé de marquer le Made in, mais pas en France. Et aujourd'hui, on a cette demande qui revient régulièrement, même sur les cuirs. Avant, on te disait juste, est-ce que c'est du cuir, est-ce que ça n'en est pas? Maintenant, c'est du cuir, mais quel animal? Donc il y a beaucoup plus, les gens ont envie de savoir un petit peu plus comment est fait le produit, d'où ça vient, même comment est fait, d'où vient cette marque, quelles sont un petit peu ses valeurs, toutes ces questions en fait qui avant n'importaient pas du tout. En fait, t'achetais un produit pour le produit, alors qu'aujourd'hui on a un petit peu envie de gratter, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est propre, j'ai envie de dire. J'ai quand même l'impression que c'est des questions qui reviennent de plus en plus. Et puis même quand on parle des success stories qu'on a autour de nous aujourd'hui, très souvent, c'est des sociétés qui vont là-dedans, qui vont vraiment vers plus d'éthique, plus de naturel, plus d'explication, plus de transparence. Pour moi, le consommateur, il est un peu là-dessus. Et le Covid, ça a vraiment joué un rôle d'accélérateur. Un rôle d'accélérateur, oui. Et alors, est-ce que tu perçois que le consommateur, les consommatrices en l'occurrence chez Jonac, sont à la recherche du prix? Est-ce qu'il y a plus aujourd'hui des arbitrages en fonction de deux produits qui pourraient avoir une différence de prix en défaveur de celui qui serait le plus cher? Ou alors, au contraire, tu perçois comme... certains nous le disent, hein, comme Christophe Corfat de Boulanger la semaine dernière, qui nous disait que finalement, les consommateurs, ils se font plaisir et ils achètent des produits durables. Donc en fait, pas les premiers prix, mais plutôt des produits qui sont plus chers. Oui, moi je suis plus de son avis. Aujourd'hui, alors après, il faut quand même se rappeler que je suis dans la mode, donc c'est quand même vraiment des produits... c'est un achat coup de cœur aussi, mais aujourd'hui, c'est pas tant le prix qui va définir l'achat. Ouais, finalement. Chez nous, non. Ouais. Non. C'est-à-dire que je peux avoir, au sein de ma catégorie sandales, je peux avoir un best qui peut être une des sandales les plus chères de ma collection. Ça impactera... Aujourd'hui, c'est évidemment les produits les moins chers sur des saisons comme ça, là, avec peu de recul par rapport au Covid,
les produits les moins chers simplement parce que les gens ont quand même perdu un petit peu de pouvoir d'achat. Donc oui, il y a encore un peu ça, mais pour moi, sur du Jonac, aujourd'hui, le prix n'est pas central. En fait, c'est pas ça. De toute façon, si vous voulez, quelqu'un comme Boulanger, il va avoir beaucoup de prix dans son magasin. Moi, j'ai la disparité entre mes prix, elle est très très faible au Ouais, elle est final. faible, bien sûr. Bien sûr. Donc Ça, c'est vraiment coup de cœur, quoi. Ouais, je comprends. Alors justement, faisons la transition avec la façon avec laquelle Jonac a dû s'adapter pendant le confinement. Tes points de vente, ils ont été fermés pendant 2 mois. Oui. Ça a dû être forcément difficile. En plus, c'est la période pendant laquelle, j'imagine, il y a beaucoup de tes clientes qui s'équipent pour la saison estivale. Oui. Avant que tu nous dises comment vous êtes dépatouillé de cette situation, aujourd'hui, quand on enregistre le 6 juillet 2020, est-ce que les consommatrices sont revenues? Est-ce que il y a une fréquentation aussi forte que l'année dernière à la même époque? Non. Non, Honnêtement, j'aimerais dire oui, mais c'est pas la vérité. c'est pas la vérité. Non, Ouais. clairement, là, il n'y a pas... Enfin, si vous voulez, on a vu aux informations les queues devant les magasins, que ce soit Zara ou autre, mais concrètement, c'est simplement parce qu'il y a des conditions qui font qu'il y a moins de monde qui peut rentrer en même temps dans le magasin. Concrètement, on est loin des chiffres qu'on faisait l'année dernière. D'accord. Les gens ont, à mon avis, encore un peu peur de sortir. Et puis après, la saison est... Dans mon métier, même si on a décalé les soldes au 15 juillet, on est quand même beaucoup trop tard. Les achats, le mois d'avril, le mois de mai, c'est des mois très forts. C'est à ce moment-là que tu t'équipes justement pour ta saison. Une fois que tu t'es pas équipé à ce moment-là, t'attends les soldes, tu fais avec ce que tu as. En plus, tu es resté à la maison pendant 2 mois sans chaussures. Tu vas pas te ruer dans les magasins. D'accord. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Comment avant qu'on parle des enjeux du retail, et tu l'évoques, pendant le confinement, est-ce que le site évidemment, il n'a absolument pas compensé les ventes perdues en magasin, ça, je ne suis pas dupe, mais est-ce que tu as vu quand même un attrait plus fort pour les ventes online? Comment ça s'est passé? Alors, justement, ça va se recouper avec ce qu'on disait avant. Donc, nous, on a fermé le site pendant le premier mois. Simplement, logistiquement parlant, on n'était pas capable d'assurer la protection des gens qui travaillaient en entrepôt, donc on ne voulait pas rentrer là-dedans et on a dit, tant pis, on a tous les magasins fermés, on coupe le site aussi et puis voilà. Donc toute la première période, c'était une période où il y avait carrément 0 vente, hein, voilà. Quand on a réouvert le site, et même pendant la période où on l'a fermé, on a reçu énormément de messages de clientes pour nous féliciter, pour nous remercier d'avoir agi comme ça, pour nous dire qu'ils admiraient le fait qu'on n'ait pas du tout continué à vendre, à commercialiser, et pour laisser les gens de la logistique se concentrer sur les produits de première nécessité. Donc justement, ça c'est ce que je disais, je trouve que tous les messages qu'on a reçus dans ce sens-là, ça montre que les clientes aujourd'hui, elles attendent ça aussi, en fait. Voilà, et quand on a réouvert, clairement, on est sur des croissances très très fortes, hein, donc jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, ça n'a pas encore diminué, donc ça, c'est le seul bon Des point. croissances très très fortes, ça veut dire que par rapport à la période antérieure... on peut être à 100%. 100%, oui. Oui, ouais. Donc on est vraiment sur des très fortes croissances. Mais ça reste des croissances du web. Du web. Le web, c'est un magasin, ça correspond à un point de vente plus, ouais. Oui. Aujourd'hui, ça représente quoi, le web? Aujourd'hui, cette année, on va aller chercher les 20% du 20% du chiffre, oui. Même un peu plus. Ouais, donc c'est une super croissance. J'imagine qu'il doit y avoir un peu d'acquisition, parce que finalement, il y a des clientes qui étaient habituées au point de vente, qui par défaut ne pouvaient pas faire autrement que d'aller sur le site internet. Oui, clairement. Il y a tout. Il y a de la fidélisation, il y a de l'acquisition là-dedans. Alors, on est encore aujourd'hui une marque pas forcément extrêmement présente sur la province. Donc, on a aussi beaucoup recruté en dehors de Paris. Voilà. Après, on bénéficie aussi du marché de la chaussure qui ne va pas très bien. Donc, il y a quand même beaucoup de nos concurrents qui sont en liquidation. Donc, voilà. Et aujourd'hui, clairement, le Covid nous a permis de gagner des parts de marché. Bon, tant mieux. Je reviens 2 secondes sur un peu les enjeux du retail.
La notion de commerce unifié, l'omnicanalité, c'est un sujet qui est fort. Est-ce qu'il était déjà présent chez Jonac avant le Covid, avant le confinement? C'est quoi les ambitions, tes ambitions en matière de commerce unifié? Et puis d'autres questions autour finalement du rôle du point de vente. Est-ce qu'il se redéfinit un peu mécaniquement? Est-ce qu'il y a plus un rôle de showroom? Est-ce qu'il y a un rôle de conseil qui va lui être plus assigné? Est-ce que il joue un rôle dans la supply chain? Comment vous faites chez Jonac? Alors donc là, on est en plein dans le mille des sujets qui nous animent depuis 2 ans. Voilà, donc clairement, alors tout ce qui est omnicanal, c'est archi central. Donc nous, on avait déjà commencé à mettre en place ces projets. Donc, alors il y a plein de briques dans ces projets. Donc il y avait déjà une première partie qui était de centraliser mon stock parce que historiquement, j'avais pour Internet un stock dédié. Donc aujourd'hui, on a un stock qui est un stock centralisé. Donc je peux livrer une paire qui est à l'entrepôt sur le web. Elle n'a pas besoin d'être dédiée au magasin Internet. Donc ça, c'était déjà une première brique. Ensuite, il y a toute la brique magasin. Et donc là, pour le coup, c'est être capable de livrer à partir du point de vente une commande du web, mais aussi à partir d'un point de vente un autre magasin. Et alors donc il y a la partie click and collect, la partie réservation, la partie ship from store. En fait, toute cette accumulation de techniques qui vont nous permettre de dire que y a une cliente qui est rentrée dans le magasin ou bien une cliente qui est arrivée sur ton site, à partir du moment où elle veut une paire de chaussures qui est dans le réseau, tu peux la livrer, où que ce soit, à partir de où que ce soit. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'OMS. Oui, complètement. Donc là, alors, le lancement est imminent chez nous parce qu'il y a certaines briques qui ne sont pas encore lancées aujourd'hui. Mais donc là, on a dû... c'est un OMS effectivement qui va définir qui prend la commande quand elle vient de tel endroit et où est-ce qu'on l'envoie, quels sont les délais de réponse des magasins. Donc là aussi, il va y avoir toute une notion de formation magasin aussi c'est derrière. Ça, c'était le sujet que je voulais voir avec toi, puisqu'on parle de la technique et entre guillemets, c'est pas que ce soit facile, mais il y a toute une population de vendeurs qui se trouvent dans les magasins qui doivent être formés à ces nouveaux métiers finalement. Complètement, puisqu'en fait c'était un métier d'entrepôt. Oui. Il va falloir aller chercher une paire dans ta réserve, ok, mais après il va falloir la mettre dans un carton, mettre ton bon de livraison et ensuite le transporteur va venir la chercher pour livrer la cliente. Alors là-dessus, même chose, c'est en soi, donc ça va te permettre plein de nouvelles choses aussi, puisque ça va te permettre des livraisons plus courtes. Le fait d'avoir des points de vente un peu partout, ça va te permettre de livrer via coursier en 2 heures sur Paris, chose qu'on ne pouvait pas faire avant si ton entrepôt il n'est pas à Paris. Donc on va pouvoir aller plus loin. On va même pouvoir aussi peut-être augmenter les horaires de livraison. C'est aussi quelque chose qui est envisageable, prendre des livraisons sur rendez-vous. Enfin, tous ces services en fait qui vont être ajoutés à ce qui était proposé historiquement avec des livraisons qui ne venaient que d'un entrepôt. Là, il y a la livraison et c'est vraiment un enjeu clé, la supply dans cette proposition de valeur. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller jusqu'à proposer finalement un parcours un peu sans couture, la consommatrice qui commence son achat en ligne et puis le retrouve en magasin avec le vendeur ou la vendeuse? Oui. Donc complètement, en fait on parle de stock unifié, mais il n'y a pas que le stock qui doit être unifié, le client aussi. Donc tout ça, ça fait partie du même schéma. En fait, c'est vraiment l'unification globale de tout le parcours d'achat client. Et donc là, effectivement, il faut... alors, même chose, c'était quand même des choses... tu peux pas te réveiller aujourd'hui et te dire tiens, je vais lancer ça demain. Si tu l'as pas pris en compte depuis quelques mois ou années, parce que c'est des projets qui sont quand même longs à mettre en place. Il y a beaucoup de RP qui doivent dialoguer ensemble. Il y a quand même beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, nous, on est là-dessus. Donc, être capable, faire en sorte que ma vendeuse, quand il y a une cliente qui rentre dans le magasin et qu'elle est identifiée, elle puisse avoir l'historique de ce qu'elle a acheté avant, de où elle l'a acheté, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle... vous voyez, même des pages qu'elle aurait vues potentiellement sur mon site internet. Et vice-versa, quand on est sur le site internet, d'avoir l'historique de où est-ce que la cliente a acheté, combien elle a acheté, de paires par saison et ensuite toute la partie CRM qui va en découler. Donc ça, c'est central. Et à mon avis, dans des périodes où justement on va avoir besoin de s'adapter vraiment le mieux possible aux besoins du consommateur, c'est en le connaissant mieux qu'on arrivera à nos fins. Tu devances ma question, ma dernière question, le dernier thème que je voulais évoquer avec toi, qui est justement
finalement, cette prise de parole avec le consommateur, la façon dont on peut communiquer avec lui. J'imagine que les choses, une fois encore, se sont accélérées. Les tendances de fond, et tu as commencé à l'évoquer quand on parlait du consommateur qui voulait savoir où était produit sa chaussure, sa paire de chaussures. Quelle est la stratégie de Jonac aujourd'hui dans la communication et sa prise de parole, que ce soit sur l'acquisition, que ce soit sur la fidélisation? Tu parlais du CRM, et je pense que le CRM est amené à jouer un rôle de plus en plus fort dans les mois et les années à venir. C'est quoi ta position là-dessus? C'est quoi celle de Jonac? Alors, aujourd'hui, déjà, nous, on va quand même beaucoup communiquer via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est en termes de terrain de communication. Donc clairement, alors par rapport à nos clientes, c'est ce qui leur correspond le mieux. Donc voilà. Donc on va quand même prendre la parole beaucoup via Instagram, via Facebook essentiellement. Que ce soit pour leur parler tout court, sans forcément qu'il y ait un intérêt commercial derrière, mais juste pour garder le lien. Et par exemple, vous avez maintenu ce genre de communication pendant Oui. l'arrêt du site et pendant le confinement. Oui. J'imagine, je ne sais pas, je dis ça naïvement, mais vous deviez expliquer votre démarche. Tu disais qu'il y avait des retours qui étaient très positifs sur le fait que vous ayez arrêté pour, entre guillemets, préserver la sécurité sanitaire des personnels qui travaillaient dans les entrepôts. Vous avez fait un effort de communication parce que sinon, ils ne l'auraient pas deviné. Oui, alors en fait, on a juste dit on est désolé, mais on arrête de livrer pour telle et telle raison. Mais après, oui, via les réseaux sociaux, on est vraiment, on s'est réinventé. On a parlé de toutes les choses qui nous tenaient à cœur. On a fait découvrir des entrepreneurs d'autres domaines qu'on trouvait intéressants. On a donné des recettes de cuisine. On a vraiment essayé d'élargir beaucoup le spectre en essayant de... Alors, même chose, on a aussi demandé aux clientes qu'est-ce qu'elles voulaient entendre. Est-ce que vous voulez qu'on continue de vous montrer nos collections? Est-ce que vous voulez qu'on vous parle d'autre chose? Qu'on vous change les idées? Qu'on vous... voilà. Et suite aux réponses, parce que le bon point d'avoir une grosse communauté comme la nôtre, ça permet aussi d'avoir toujours... C'est quoi la communauté? Donne-nous des chiffres. Aujourd'hui, on doit avoir 250 000 followers sur Instagram. Ouais. Et donc, il y a eu un retour, donc il y a une... communication réciproque finalement avec cette communauté que tu as animée, vous avez animée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez un peu changé quand même le discours? Comment vous faites aujourd'hui? Vous reparlez de vos produits? Oui, on continue d'en parler, mais on a quand même tenu compte de ce qu'on a fait pendant cette période de confinement et aujourd'hui, on l'intègre aussi. C'est-à-dire qu'on continue à faire découvrir des artistes, que ce soit des peintres, des musiques, on essaye un petit peu de vraiment sortir de notre spectre. Et d'ailleurs, on parlait de Cézanne tout à l'heure, c'est quelque chose qu'elle fait très bien. Même son point de vente, quand on rentre dans ses points de vente, on dirait qu'on est un peu à la maison, il y a plein de choses. C'est pas un environnement commercial comme on a l'habitude de l'avoir. C'est expérientiel. Voilà. Il y a expérientiel. Nous, on avait tâché de faire ça aussi dans notre nouveau concept de magasin. Donc, quand on rentre dans nos magasins, il y a des livres, il y a des plantes. On n'est plus sur des concepts aussi... commerciaux qu'on en avait l'habitude, quoi. C'est pas un magasin H&M où vraiment tu as des stoïaques, des portants avec des produits. On n'est plus du tout là-dessus. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'un environnement dans lequel tu te sens bien. Avant, l'objectif, c'était que la personne rentre et ressorte le plus vite possible avec son produit. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On a envie qu'elle rentre et qu'elle reste, en fait. Qu'elle passe un bon moment. Qu'elle passe un bon moment, que ce soit une expérience. Demain, on pourrait ouvrir un bar dans nos magasins vous voyez, ce serait complètement logique, ça ferait sens. Est-ce que Jonac utilise le pouvoir, entre guillemets, des influenceuses? Beaucoup. Oui, donc là, on ne va pas mentir non plus. Il y a évidemment toute une partie naturelle qui est due à la marque, c'est-à-dire qu'il y a toutes les personnes qui vont porter du Jonac et poster du Jonac parce qu'elles l'aiment bien. Mais après, donc, il y a toute une partie influence. Donc là, c'est le propre de toutes les marques. On fait envoyer des produits à... des influenceuses et alors de leur choix et puis ensuite elles vont pouvoir communiquer dessus. Voilà, donc pour moi c'est juste le magazine d'aujourd'hui en fait, ni plus ni moins. Au final, avant c'était envoyé à des éditrices et c'était envoyé à des rédactrices dans des magazines. Aujourd'hui c'est envoyé à des influenceuses. Le seul bon point c'est qu'en fait elles portent
les vêtements, elle les habille d'une certaine manière. Enfin, vous voyez des looks, en fait, et ça vous permet d'avoir un peu plus de vision de comment ce produit rend porté. Et c'est pas juste une parution sur une page de pub avec une seule mannequin. Là, c'est vraiment sur une fille... voilà, qui peut être de toutes les couleurs, qui peut être mince, qui peut être grosse, qui peut être... Enfin, vous voyez, il y a un peu tout ça et ça permet en fait de beaucoup mieux visualiser le produit porté. Et ça permet à Jonac de faire porter ses valeurs, en fait. Oui. Les valeurs, justement, et ce sera un peu le mot de la conclusion, les valeurs de Jonac, comment tu les décris ? On a compris qu'il y avait une volonté de transparence, de communication forte sur comment les produits sont fabriqués, une communication peut-être sincère vis-à-vis des consommatrices. Est-ce que je le définis bien ou est-ce qu'il faut utiliser d'autres mots ? Non, mais oui, c'est clairement au cœur de nos valeurs. Voilà, on est une marque saine, j'ai envie de dire. On essaye de l'être à tous les niveaux, que ce soit professionnel avec nos partenaires, que ce soit vis-à-vis de nos clientes. Voilà, mais avant tout, on est une marque mode. Même chose, hein, on essaye vraiment d'avoir le fashion au cœur de toutes nos activités. Et puis, en fait, on se fait plaisir et on a envie que les clientes se fassent plaisir en achetant du Jonac. C'est vraiment ça. Bon, bah écoute, Lisa, merci 1000 fois d'être venue discuter avec moi de tous ces sujets-là qui sont passionnants. Je crois qu'on aurait pu maintenir la conversation encore longtemps. Mais déjà, tu nous as livré beaucoup d'éléments très tangibles sur la façon avec laquelle, finalement, une marque, et c'est ce qui est intéressant pour moi, parce que les marques, c'est différent des distributeurs, parce que là, il y a des enjeux qui sont bien supérieurs. Comment vous pouvez maintenir, développer tout votre écosystème. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail E-Commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. N'hésitez pas à le recommander autour de vous. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire soit LinkedIn ou le site lesdigitaldoers.com. Au revoir.